Propos, c'est le nouveau podcast de CERT Énergie et Solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise, leurs bonnes pratiques et leurs retours d'expérience autour de la rénovation énergétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Propos. Les bâtiments anciens sont souvent très mal isolés, ce qui entraîne des déperditions de chaleur importantes. La principale conséquence, l'augmentation des consommations d'énergie et donc forcément du montant de la facture. Et avec la hausse actuelle des prix de l'énergie, il devient plus que jamais nécessaire de réaliser des travaux d'isolation. Afin de massifier ces opérations, plusieurs dispositifs ont vu le jour pour inciter financièrement les propriétaires de bâtiments résidentiels, les ménages, les bailleurs ou encore les syndics, à isoler leurs bâtiments. C'était le cas du coup de pouce isolation qui permettait notamment aux différents acteurs d'isoler leurs combles pour 1 euro, mais qui a entraîné un certain nombre d'abus. Ces fraudes à la rénovation énergétique ont souvent donné lieu à la réalisation de travaux de mauvaise qualité, venant impacter la confiance des bénéficiaires vis-à-vis de ces opérations. Pour pallier à ce phénomène, des professionnels de la rénovation énergétique se mobilisent pour proposer des isolations performantes. C'est le cas de West Isolation, entreprise spécialisée dans l'isolation des combles depuis plus de 40 ans, chez qui je me trouve aujourd'hui. Bonjour Marc, et merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole à notre micro aujourd'hui. Bonjour Dorine. On va commencer directement. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour vous quels sont les critères d'une isolation performante ? Alors, on va prendre comme élément de référence les normes, d'abord auxquelles on est tenu de répondre en tant que professionnel, pour nous soumettre à ces règles-là, qui sont des règles de construction. Ce sont les premiers indices qui vont nous permettre de mesurer quels sont les éléments de performance d'une bonne isolation. Donc on va avoir des mesures que l'on va quantifier par l'unité par le R, résistance, en kilowattheure par mètre carré. Et on va ainsi décliner les différentes parois d'une maison, d'un habitat, selon qu'on est en rampante, toiture, sous le toit, ou qu'on est en pignon ou en façade ou en mur, où on n'aura pas forcément les mêmes résistances. C'est ça qui, au départ, va nous guider dans le choix d'une bonne performance d'isolation et être respectueux de la règle à laquelle on est tenu de répondre. Ceci étant dit, nous qui faisons de l'isolation depuis plus de 40 ans, savons que la norme est un élément de référence évidemment incontournable, mais on peut faire mieux que la norme. Moi qui ai vu l'évolution de ce que nous faisions il y a 40 ans et ce que nous faisons aujourd'hui, m'amène à conclure qu'on peut faire encore un peu mieux. Quand on nous propose un R de 3,75 en mur ou de 6 en rampant, on peut aller chercher le 4, 4,5, 5 en mur et parfois le 7,5, 8 en rampant, voire davantage. Mais je crois que vous aurez dans le déroulement de votre ordre du jour un chapitre sur la maison passive, la maison BEPOS, dont on parlera. Et on verra, à l'issue de cette question, qu'on peut aller un peu plus loin pour justement aller dans le bon sens de ce qu'est l'isolation d'un bâtiment, pour ne pas simplement nous référer à ce que la norme nous impose aujourd'hui. Et du coup, quand vous mettez en place des travaux d'isolation chez un particulier, quelles sont pour vous les grandes étapes à suivre pour s'assurer que cette rénovation soit performante ? Alors, moi, je dirais que les grandes étapes à suivre sont d'abord d'avoir pu répondre soit à un audit énergétique qui va guider nos choix, parce que l'auditeur aura permis d'identifier quels sont les points faibles du bâtiment et de fait de pouvoir proposer une solution d'amélioration. Ou alors quand on est sans diagnostic d'audit énergétique d'avant travaux, nous le faisons nous-mêmes aussi parce que nous sommes RGE. Donc on est habilité à, si je puis dire, d'une certaine façon, en tout cas prescrire des solutions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Et donc la question c'était les grandes étapes. Donc les grandes étapes, évidemment, la première c'est de comprendre ce que nous allons devoir faire comme travaux pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Ça c'est la première chose. Ensuite, d'écouter le client. Est-ce que le client a plutôt un souhait d'augmenter sa performance thermique
pour un confort l'hiver, pour un confort l'été? Est-ce qu'il est proche d'une route passante et qu'il souhaite se protéger du bruit, parce que le bruit est une nuisance également que l'on peut traiter par l'isolation? De bien comprendre quel est le souhait du client, son budget aussi, parce que parfois on peut être limité, donc on peut se cantonner à ne faire qu'une partie au détriment d'autres et privilégier le projet. Et à partir de là, on pourra faire des suggestions de familles de produits et les décliner selon ce qu'on aura bien compris des attentes du client, des besoins techniques auxquels on est tenu de répondre, enfin auxquels on est soumis pour répondre le plus favorablement au client. Ouais. Et du coup, quand on parle d'isolation, est-ce qu'on parle que d'isolation des combles ou est-ce qu'il y a d'autres postes sur lesquels vous intervenez? Alors, on intervient sur l'enveloppe totale de la maison. Donc, en effet, les combles sont le point de départ de notre entreprise il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, on traite les murs, on traite le rez-de-chaussée. On est totalement en mesure d'aller au-delà du comble pour améliorer la performance énergétique du bâtiment et aller jusqu'à l'isolation par l'extérieur que l'on traite également. Donc on peut bien sûr aller au-delà du comble, tout à fait. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, vous utilisez des matériaux biosourcés. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? En effet, on est, nous, sensibles à l'utilisation de produits qui vont protéger notre environnement, notre planète. C'est un sujet que personne n'ignore aujourd'hui, en tout cas personne ne peut l'ignorer. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un produit biosourcé? Un produit biosourcé, c'est un produit dont 100% du produit vient de la nature. Par exemple, les arbres pour le bois, pour la laine de bois. Mais on pourrait également parler de produits géosourcés, qui eux sont des produits qui viennent du sol, comme par exemple la pierre. La laine de roche est un produit qui est géosourcé. La laine de bois, qui est géosourcée, oui. La laine de bois est un produit qui est biosourcé. Voilà, la différence est là. Elle est importante et en effet, nous, on est attaché à l'idée d'utiliser des produits qui sont soit biosourcés, soit géosourcés, pour éviter d'avoir, par le phénomène de perte, quand on produit un isolant, d'avoir un effet néfaste sur la planète. Je pense à des produits à base de pétrole comme les PSE, les mousses expansées, et j'en passe et des meilleurs. Donc on est absolument contre ces produits-là, quoi. Absolument. Et aujourd'hui, du coup, en termes de matériaux biosourcés, quels sont ceux que vous utilisez le plus? Alors, on va utiliser, nous, énormément de laine de bois, qui est composée de fibres. Hein, c'est un élément qui est sous forme de panneau. On l'utilise beaucoup en sous-toiture. La laine de bois présente pas mal d'intérêts, outre le fait qu'elle est biosourcée, c'est qu'elle va avoir ce qu'on appelle un déphasage. C'est le temps que met la chaleur à traverser une paroi depuis l'extérieur vers l'intérieur et qui va nous permettre d'avoir un confort optimal l'été. On va utiliser par exemple des laines de roche en façade et en ITE pour l'isolation extérieure des bâtiments. Là aussi, c'est un choix qui est réfléchi. D'abord, c'est un matériau qui, là, pour le coup, est géosourcé. 97% du produit provient de la nature, donc on ne crée rien, quoi. Hein, on ne fait que faire fondre des cailloux pour les transformer en laine de roche et en panneaux. Et là, l'intérêt, c'est que la laine de roche est hydrophobe. Donc elle ne subit pas de contraintes par rapport à de l'eau qui pourrait s'écouler sur le produit. Donc elle est totalement pérenne, étant posée en partie extérieure en façade. Évidemment, elle peut être exposée à des problématiques d'humidité plus importantes que dans un comble sous le toit, qui là, pour le coup, est protégé. Donc ce choix de matériaux géosourcés en façade extérieure est également là un choix de produit qui va dans le sens d'éviter d'avoir un impact carbone sur la planète. Je pourrais ajouter à cet élément de comment bien choisir son produit et pourquoi bien choisir. Euh, Moi, je ferai référence à une agence que tout le monde connaît, qui s'appelle l'ADEME, et qui aujourd'hui fête ses 30 ans, et qui est fort de 1000 collaborateurs, et qui heureusement a pu nous permettre, au fur du temps, d'avancer sur sur les sujets environnementaux, et de nous informer, et puis de nous aider à comprendre que il fallait réellement prendre en considération
le prélèvement sur la planète. Et je dois dire que nos choix de prendre des matériaux biosourcés, nos choix de respecter les normes, nos idées d'aller un peu plus loin que la norme quand le client peut le faire, d'écouter le client évidemment, vont dans ce sens. Donc merci à l'ADEME parce que je pense que c'est le bon aiguillon qu'il nous fallait. On sait que si on n'a pas un objectif à atteindre, un aiguillon, eh bien, on se laissera porter par d'autres critères qui ne sont pas forcément les bons parce qu'on n'aura pas été incité. Super. Et du coup, pourquoi aujourd'hui, selon vous, choisir un isolant biosourcé ou géosourcé? Oh ben, la raison pour moi est évidente, hein. On ne peut ignorer aujourd'hui qu'à force de prélever sur la planète, on va vers une catastrophe. En tout cas, pour les professionnels attentifs que nous sommes, je pense qu'on ne peut pas à un moment. D'abord, je pense qu'on occulterait notre devoir de conseil que de ne pas en parler à nos clients. Ça, c'est pour moi la première chose. Et puis ensuite, on occulterait le fondement même d'aller dans le sens de protéger notre planète. Donc pourquoi utiliser les matériaux biosourcés? D'abord pour cette raison-là, et puis ensuite parce qu'ils sont très performants. Si je prends par exemple la laine de roche, on est sur un matériau qui est composé de 97% de cailloux, qui est hydrophobe. Sachez que la laine de roche, par exemple, sur une façade extérieure, contrairement à d'autres produits comme le PSE et j'en passe et des meilleurs, va pouvoir être aussi performant entre 55 et 60 ans plus tard. Si on annonce un R de 5, une résistance thermique de 5, eh bien ce R, on va le retrouver entre 55 et 60 ans plus tard. Donc on est vraiment sur un matériau qui est complètement stable, qui ne va pas subir les aléas, des écarts de température qu'on peut avoir, de très forte chaleur l'été, de faible fraîcheur l'hiver, parce qu'on n'a pas des moins 15 en France maintenant, enfin ça ne va pas très bas. On a des écarts de température qui sont quand même considérables avec des températures qui augmentent, et la laine de roche se comporte parfaitement bien. La laine de bois, c'est identique, il faut qu'elle soit protégée, c'est pour ça que nous on la suggère beaucoup plus en sous-toiture dans les combles, où là elle joue son rôle de déphaseur. Alors je pourrais compléter ce chapitre de produits biosourcés, géosourcés, par un élément important, parce que tout le monde, à un moment, peut revendiquer le bio, hein. Faut-il encore être capable d'afficher les réelles performances de ces produits-là? Et il est important d'ajouter que aux matériaux, on complète sa certification par une fiche FSC. La fiche FSC, c'est la fiche qui va certifier que le produit peut être à 100% recyclable, recyclé. Si je prends de la laine de roche et que je la remets dans un four, eh bien je retrouve 100% de mon produit. La laine de bois, c'est pareil. Donc c'est important d'avoir cette notion-là de cycle perpétuel, quoi. Et quels sont du coup pour vous aujourd'hui les bénéfices de s'inscrire dans une démarche d'isolation performante, que ce soit pour votre entreprise ou pour vos clients? Alors, les bénéfices pour s'inscrire dans cette démarche de performance, d'abord, c'est la performance énergétique, l'amélioration de l'habitat. Donc, bah, évidemment, ça se traduit par une économie et un coût. Donc, on paye moins cher sa facture de chauffage et éventuellement de climatisation l'été. Ensuite, bah, c'est le confort. C'est quand même très important de se trouver à l'aise dans sa propre maison. Et au-delà du coup du choix du produit, est-ce qu'il y a aussi un enjeu sur la qualité de la pose? Ah oui, alors en effet, là vous soulevez Dorine un point fondamental. On peut avoir le plus beau des produits, et s'il est mal posé, évidemment, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Là, il faut que les gens qui posent soient formés ou accompagnés par des référents dans une entreprise qui maîtrisent le sujet. Oui, la pose est capitale. Nous faisons des contrôles qualité sur tous nos chantiers, outre ce que les C2E nous imposent par les contrôles qui sont faits par les bureaux de contrôle, Veritas, APAV et Alpe Contrôle et autres. Nous-mêmes, depuis longtemps, pratiquons le contrôle qualité chez nous, en interne, que nos équipes qui sont à la manœuvre sur les chantiers traitent avec le client. Ça, c'est une démarche globale qu'on a initiée depuis 15 ans chez nous et à laquelle je tiens énormément. Et j'y tiens pour que ce soit nos gars sur les chantiers, nos ouvriers, nos salariés, nos chefs de chantier qui le fassent.
Super. Donc on a parlé diagnostic avant travaux, on a parlé respect des normes, on a parlé choix des produits et qualité de la pose. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors, j'ajouterais que aux éléments dont je parlais sur la nature des matériaux, leur performance, le respect des normes, il est un élément qui guide aussi nos pas, c'est la maison Bepos. Vous en avez tous entendu parler, vous la connaissez, c'est la maison à énergie positive qui ne consomme ni de courant pour chauffer l'hiver, ni de courant pour refroidir l'été, parce que elle a justement atteint une résistance qui se situe aux environs de 10, alors que quand on parle des normes, on est à 600 rampants et 370 par exemple sur les murs. Donc on en est encore loin, il faudrait faire pratiquement presque 2 fois le chemin. Nous, aujourd'hui, chez West Isolation, quand on nous demande 6, on va tendance à avoir mettre 8. Quand on nous demande 3,5, on va avoir tendance à mettre 4,5, 5. Allons dans ce sens parce que, évidemment, on apportera du confort à nos clients. Une maison dans laquelle on est dans une résistance de 10, c'est une maison dans laquelle on se sent très bien. Une maison dans laquelle on a une résistance de 10, c'est une maison qui ne va pas coûter en chauffage l'hiver, pas coûter en climatisation l'été. Certes, le coût d'isolation est plus élevé, mais pas inatteignable du tout. Alors, chacun après fait ses choix. Mais à nous d'apporter le devoir de conseil à nos clients. Certains seront prêts à le faire si on leur explique. Faut-il encore être informé et capable de leur expliquer que c'est pas si coûteux que ça d'aller bien s'isoler plutôt que de faire mal les choses. On a tellement vu de désordres faits par des entreprises dont je tairai le nom, qui ne savaient pas ce qu'était qu'un bout d'isolation avant qu'il ne démarre. Aujourd'hui, nous, professionnels de l'isolation, devons réellement être sensibles pour apporter le bon devoir de conseil à nos clients sur le choix du produit, la performance du produit, le gain qu'ils vont pouvoir en tirer, et puis en même temps le bénéfice qu'ils apporteront par leur contribution au prélèvement sur la planète. Donc ça me paraît important. Nous l'avons compris, les matériaux biosourcés répondent aux enjeux de développement durable et offrent une alternative vertueuse aux isolants classiques et permettent ainsi de mener des rénovations dites performantes. Afin de promouvoir leur utilisation, les pouvoirs publics œuvrent pour créer un cadre réglementaire qui soit favorable à leur développement. On peut parler notamment dès 2012 du label bâtiment biosourcé qui permet de valoriser leur utilisation dans la construction. On peut aussi mentionner en 2015 la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui précise que l'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. On a aussi vu ensuite la loi Elan en 2018 et la RE, la réglementation environnementale, en 2020, qui continuent d'introduire des mesures en faveur de l'utilisation des matériaux biosourcés pour les positionner comme une solution prioritaire à la construction d'un futur éco-responsable. Grâce à tous ces incitatifs, les ventes d'isolants biosourcés ont augmenté ces dernières années. Elles représentent aujourd'hui entre 8 et 10% du marché des isolants. Et si on souhaite que cela continue à se développer, il faudra évidemment continuer à développer les initiatives en faveur de ces nouveaux matériaux. Merci Marc d'avoir accepté du coup de prendre la parole sur ce sujet. Merci Dorine. Je pourrais ajouter pour simplement conclure que je suis un jeune de 60 ans et la transition à horizon 2050 avec les 4 scénarios que nous présente l'État pour aller vers une neutralité carbone est le chemin que nous suivons. Merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu lors de la sortie des prochains épisodes. Et on se retrouve très bientôt pour un épisode de Propos. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.